sur la partie revenu Airbnb courte durée. Est-ce que tu peux Oui. passer quand même 2 minutes sans rentrer dans les détails techniques pour savoir si c'est aussi du LMNP, LMP, etc. ou si c'est complètement différent? Oui, alors la première chose en tout cas, qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du lieu de situation, de l'immeuble et du bien, il va falloir se poser quelques questions. La première chose, d'abord vérifier si lorsqu'on est en copropriété, si le règlement de copropriété autorise à faire de la location meublée saisonnière. Parce qu'en fait, le fait d'avoir, des allées et venues dans cette résidence va peut-être, créer des troubles, et va venir perturber la quiétude des occupants et beaucoup, d'anciennes résidences, en tout cas, avaient prévu dans leur règlement de copropriété la non-possibilité de réaliser de la location saisonnière. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en fonction du lieu de situation de l'immeuble, c'est-à-dire que les communes, notamment de plus de 200 000 habitants, les, les départements limitrophes, à Paris, ainsi que les villes de plus de 50 000, habitants ayant opté pour la taxe sur les locaux vacants, ont probablement, enfin, nécessitent en tout cas, ou imposent une autorisation au changement d'usage pour pouvoir réaliser de la location saisonnière. L'autorisation, parfois, elle peut être accordée pour un bien, parfois pour un nombre limité de biens. Elle peut être accordée au bien, elle peut être accordée au loueur. Elle peut être soumise à compensation. Elle peut être autorisée sur un temps limité. C'est vraiment propre aux règles, urbanistiques du territoire. Donc il faut se rapprocher de la mairie, qui va pouvoir donner en tout cas ces règles et informer le loueur. Ensuite, d'un point de vue, déclaration, on va se retrouver exactement dans le même schéma, que celui qu'on vient d'évoquer, donc fournir la liste minimum ainsi, qu'avoir un bail qui soit adapté, tout en sachant, que sur le bail, on va être limité à 90 jours et que lorsqu'on utilise des plateformes type Airbnb, on n'a pas d'obligation d'avoir un contrat écrit. Le simple accord d'utilisation de ces plateformes, en fait, se substitue à toute rédaction, contractuelle par ailleurs. Ça d'un point alors, en revanche, le mobilier, si on se contente de la liste, publiée par la loi Allure, on est bien d'accord que c'est bien trop light pour de la C'est location clair. saisonnière. Je pense qu'on va avoir du mal à optimiser son taux de remplissage. L'objectif là, est complètement différent. Hem Et puis, bien d'un point de vue, donc fiscal, ça va être la même chose. On va déclarer les loyers générés, charges comprises, donc bien, les loyers qui sont générés avant vos frais de plateforme, vos frais de conciergerie. C'est cette base-ci qui doit être déclarée et ensuite on va déclarer tous les frais qu'on va avoir par ailleurs, et amortir le bien de la même manière, si on est au régime réel. Très souvent, ces investisseurs-ci décident aussi de chercher le label meublé classé de tourisme. Si l'objectif il est fiscal, il faut quand même retenir que dans la plupart des cas, il faut plutôt opter pour le régime réel qu'opter pour l'abattement des 71 parce que même s'il paraît, très sexy de prime abord, bien le régime réel remporte souvent, la bataille parce qu'il est souvent plus favorable. D'autant qu'en Hem, plus, j'imagine qu'il y a des frais de ménage qui peuvent Bien sûr. s'ajouter et toutes ces choses-là qui vont augmenter les charges donc Les frais de conciergerie sont en plus entre 20 et 40 des oui. revenus locatifs, hein, très souvent, donc avec toutes les autres dépenses qu'on peut avoir. Hem et l'autre point alors par contre, il reste intéressant d'obtenir le classement, notamment pour les premières mises en location parce qu'on n'a pas encore d'avis, donc pour être référencé, c'est plutôt positif. Concernant la taxe de séjour, elle va être minorée si on a un classement meublé de tourisme. Ça peut être intéressant aussi et puis, 3e point, c'est sur les cotisations sociales. En location meublée saisonnière, on dépasse très, très rapidement les 23 000 €, très souvent. Donc, si on gère soi-même son bien, on va être soumis aux cotisations sociales et donc il va falloir faire cette démarche, soit de se rapprocher du régime général, soit de s'inscrire à la SSI. La différence, c'est que sur le régime général, on va être taxé sur les recettes après un abattement, de 60 et 87 si on a le label classé tourisme. Et pour la SSI, ça va être sur le résultat. Très souvent, les cotisations minimales. Hem, Par rapport à ça, le régime général, la première année, on va être, les cotisations vont être calculées uniquement sur le seuil qui va dépasser les 23 000 €.
En revanche, ensuite, les années suivantes, on va être taxé dès le premier euro. Et si l'année suivante, on ne fait que 12 000 euros de location saisonnière parce qu'on a moins de chiffres, eh bien, quoi qu'il se passe, on restera assujetti aux cotisations sociales. En fait, cette inscription, elle est irrévocable. Sur la SSI, le principe est le même, à l'exception près que d'un point de vue investisseur, on a réussi à obtenir des résiliations, des inscriptions auprès de la SSI en motivant le fait qu'on restait un loueur en meublé non professionnel. Les démarches sont extrêmement longues, il faut compter 18 mois à peu près avant d'obtenir un résultat positif, mais en tout cas, ça se tente. Concernant ces cotisations sociales, on a un décret qui devrait paraître et qui devrait nous aider aussi sur les déclarations, les collectes et le mode de paiement, et notamment les locations saisonnières réalisées via des personnes morales, type société SCI ou SARL de famille par exemple, pour lequel nous restons encore dans l'attente de ce décret malheureusement. Donc, dans les faits, c'est les règles que je viens d'évoquer qui s'appliquent. Attention, pour ces seuils de 23 000, cette démarche, elle est à l'initiative du loueur. C'est bien au loueur qui doit faire cette démarche auprès des organismes sociaux pour pouvoir s'inscrire. Ok, hyper clair. Le premier point auquel j'aurais pas pensé, en effet, c'est la première chose à faire avant même d'acheter votre bien, vérifier dans le règlement de copropriété. C'est pas drôle de lire un règlement de copropriété. Parfois, il y a d'ailleurs la colocation qui est interdite aussi. Ils se permettent de mettre tout et n'importe quoi dans ces règlements. Et c'est souvent des scans de règlements très très vieux. Donc, Oui. imaginez même pas pouvoir faire un contrôle F et regarder et vérifier rapidement. Il faut passer sur ce règlement qui fait plusieurs centaines de pages parfois. Et voilà. Donc, c'est juste pour petit rappel et expérience personnelle douloureuse. Voilà. Hyper intéressant sur cette partie déclaration de revenus courte durée qu'on n'avait jamais vraiment traité sur le podcast. Alors, j'ai juste une autre précision qui est quand même Oui. extrêmement importante. Dès lors qu'on confie le bien à un gestionnaire immobilier ou une conciergerie qui est titulaire d'une carte professionnelle dans l'immobilier, une carte de gestion, il y a une décision ministérielle, une réponse PELOI qui dit que le loueur est exonéré d'inscription et de cotisation sociale. Donc, si vous collaborez avec ce type de plateforme, mais attention, ce type de conciergerie ou d'agence immobilière, attention, il faut bien qu'elle soit détentrice de cette carte immobilière. Mais cela vous permet d'être exonéré, de vous affranchir de cette démarche. Toutefois, il s'agit d'une réponse ministérielle. Donc, si demain vous avez une contestation, en tout cas de l'URSSAF, eh bien, elle ne pourra pas s'opposer à les décisions de l'URSSAF. L'URSSAF restera souverain en la matière.